petit truc avec le petit point d'interrogation en bas, comme ça me permet de centraliser toutes vos questions, parce que l'ergonomie du live Instagram est encore discutable. Et du coup, quand vous mettez les choses dans le déroulé du chat, j'ai du mal à voir. Coucou, hello, hello. Voilà pour les infos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du coup, je pense que vous avez dû voir passer en story si vous êtes là. Moi, j'ai relancé les inscriptions là, pour le coaching individuel qui sont ouvertes jusqu'au 15 avril. Et les inscriptions pour le coaching collectif ouvriront le 19 avril, du 19 avril au 15 mai, très précis, pour commencer début juin. Et donc pour inaugurer les inscriptions au coaching collectif, il y aura le 19 avril un webinaire en ligne avec Mélanie qui se titrera Comment rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose de chouette. Comment construire une belle relation avec quelqu'un et comment rencontrer cette personne. Donc voilà, je vous remettrai toutes les infos dans les semaines à venir, mais c'est juste pour vous prévenir en amont. Il y a Marie qui me dit je crois que la plupart de mes relations étaient toxiques. Ok, alors qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu as envie de nous partager plus de choses par rapport à ça? Après, la question de la toxicité, j'ai vu passer, j'ai pas répondu encore, j'ai pas eu le temps, mais j'ai vu passer sous un post que j'ai fait il y a une semaine ou 10 jours sur les relations toxiques en disant voici les 5 signes d'une relation toxique. Quelqu'un qui me disait mais comment est-ce qu'on sait que on n'est pas la personne toxique de la relation, parce que quand je lis ça je me reconnais dans pas mal de choses. C'est une excellente question. Alors c'est déjà qu'est-ce qu'une relation toxique, on pourrait commencer là-dessus, et surtout je dirais est-ce que si on est quelqu'un de toxique dans une relation, on est forcément quelqu'un de toxique dans toutes nos relations? Je pense que le degré de toxicité dont on fait preuve, alors je pense qu'il y a je vais y arriver. Il y a certaines personnes qui sont toxiques systématiquement dans toutes les relations, parce que en vrai, c'est des gens qui sont en souffrance, qui ont des problématiques non traitées. Les gens méchants, en vrai, ça n'existe pas vraiment. Il y a des gens qui souffrent et qui malheureusement font ressortir leur souffrance sur les autres. Attention, ce n'est pas une excuse, il ne faut pas accepter, c'est juste une explication. Et puis, il y a des fois où on peut se retrouver à développer des comportements un peu toxiques dans une situation donnée parce que la personne qu'on a en face de nous fait ressortir ça chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à aller regarder chez soi, bien au contraire. C'est toujours une zone d'apprentissage, donc la relation à l'autre, c'est ça qui est super intéressant, et c'est aussi pour ça que c'est si difficile d'ailleurs. C'est qu'est-ce que l'autre nous renvoie en permanence en miroir. Du coup, j'ai vu passer la question d'Elodie, je crois, qui demandait est-ce que tu peux définir relation toxique. Alors j'ai pas de relation comme ça, de définition comme ça hyper toute faite, mais comme ça je dirais que c'est une relation où l'un des deux protagonistes, voire les deux protagonistes, font souffrir l'autre, alors pas forcément de façon consciente, parce que là on serait plus dans une forme de perversion, mais du fait de comportements soit manipulateurs, soit violents. Alors dans la violence, il y a la violence physique, mais il y a la violence psychologique aussi. Soit dans, je sais pas, une jalousie extrême, donc qui peut se rattacher à une forme de violence psychologique, dans du chantage affectif, dans une forme de dépendance très 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 forte qui du coup devient toxique parce qu'on attend de l'autre beaucoup trop, et du coup ça déséquilibre complètement l'équilibre de la relation, les reproches, enfin voilà, toutes ces choses là. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas la BD de Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour, sur le sujet des relations toxiques. Je voulais voir si elle mettait une définition exacte du truc. D'ailleurs, je vous recommande, si vous avez vécu une relation toxique avec une personne manipulatrice notamment, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, franchement, lisez cette BD, elle est juste géniale. Ça vulgarise de ouf toutes ces notions, tous ces concepts, et l'explication de comment on se retrouve aussi à se faire engrainer dans ce genre de situation et de dynamique. Donc vraiment, je vous invite à le faire, à la lire, pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, non, je dirais que la toxicité, c'est ça. Je dirais que c'est une relation où globalement tout le monde est un peu en souffrance, et ça vient se traduire dans des comportements un peu extrêmes, soit de la jalousie, soit de la violence, etc. Je sais pas si quelqu'un a une définition beaucoup plus accurate et précise et concise de ça, n'hésitez surtout pas à la partager. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir le savoir absolu, bien au contraire. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait 2 questions, je vais prendre les questions. Est-ce qu'on peut définir? Ça, on a vu. En couple avec un homme depuis 5 mois, il m'a caché être en couple avec un enfant de peur de me perdre. Ah, alors ça c'est intéressant. Est-ce que ça tombe
dans la catégorie des relations toxiques ou est-ce que ça tombe dans la catégorie des hommes indisponibles? Je dirais c'est d'abord dans la catégorie des hommes indisponibles, en l'occurrence, parce que s'il est en couple, clairement, voilà. Mais ça pourrait dériver peut-être sur une relation qui est une forme de toxicité si jamais vous restez dans cette dynamique et où, je sais pas, toi tu développes une espèce de rancœur et où tu lui fais payer avec du ressentiment, du mépris, de la critique, etc. Ou alors que lui, dans son comportement, il continue à mentir, à être manipulateur, etc. Dans tous les cas, Soraya, moi je t'invite à vraiment te poser la question de si c'est ce que tu souhaites. Alors je sais pas quelle est sa situation exactement, évidemment de toute façon, et c'est bien pour ça que quand vous me posez des questions sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi ci, pourquoi ça, je vous donne très rarement des réponses très claires parce que moi je n'ai pas les réponses et qu'il y a tout un contexte à avoir qui complexifie vachement les choses. L'humain c'est pas noir ou blanc, ce serait bien ou pas, j'en sais rien en fait, ce serait peut-être pas bien, mais ce serait simple que ce soit aussi simple, mais c'est pas le cas. La réalité c'est qu'on est tous multicouches, on est tous dans cette zone de gris et donc voilà, donc je ne sais pas quel est son contexte. Est-ce que c'est juste qu'il est en couple que ça se passe mal, j'imagine, mais bon, c'est pas une excuse pour ce qu'il est en train de faire et le fait qu'il t'ait menti, hein. Donc après il faut que tu vois si t'as envie de rester dans cette dynamique ou pas. Tac, j'ai vu passer super l'épisode sur l'indisponibilité, merci. N'hésitez pas à aller l'écouter, c'est l'épisode qui est sorti il y a 10 jours, je ne sais même plus, j'ai une notion du temps en ce moment, qui est sorti il y a 10 jours. On fait cet épisode là avec Mélanie et on parle de ça, des notions d'indisponibilité et qu'est-ce que ça inclut. Je me rends compte que j'ai vraiment fait rien du tout préparé, je suis en train de réfléchir, attendez. Je vais prendre mon ordinateur pour aller relire mon propre post sur les relations toxiques pour définir ça de façon beaucoup plus professionnelle. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre un petit peu la dynamique aussi d'une relation toxique, comment est-ce que ça s'installe. Je dirais que ça peut être très insidieux, enfin dans les deux cas je pense que ça peut être assez insidieux, c'est-à-dire qu'on voit pas les choses arriver et puis on se réveille un jour, on se dit putain en fait qu'est-ce qui se passe, je suis dans un truc qui est pas du tout acceptable. Je dirais qu'un des traits les plus familiers de la relation toxique, ce serait d'avoir quelqu'un qui soit plutôt manipulateur en face et sans être dans le pervers narcissique forcément. Je pense que le terme de pervers narcissique est un terme qui est énormément utilisé, qui est très à la mode. Alors attention, je vous dis ça, moi je suis pas thérapeute, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je pense que c'est un terme qui est très galvaudé, beaucoup trop utilisé et du coup c'est pas toujours le bon truc à dire, mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de gens, et bien évidemment j'ai plus de batterie sur l'ordinateur, il n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui sont manipulateurs sans forcément être des pervers narcissiques et que ça peut être aussi extrêmement destructeur, des gens ou juste des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux, qui vont vous restreindre, vous empêcher de sortir, vous empêcher de voir vos amis. Ça tient typiquement, on pourrait dire que la relation toxique elle se caractérise aussi peut-être par une forme de coupure entre vous et le monde extérieur, parce qu'en fait votre partenaire vous isole, vous empêche d'aller voir des gens, ou vous reproche d'aller voir des gens, ou vous reproche de rentrer trop tard, de sortir trop, enfin ce genre de choses. Là il y a une forme de toxicité finalement, alors d'autant plus si vous essayez d'en parler et que ça fonctionne pas et que c'est de plus en plus et que en fait vous vous sentez restreinte ou restreint dans vos libertés, dans votre capacité à être vous en fait. C'est ça qui est un peu particulier. Alors, après 4 ans de relation avec mon compagnon, j'ai dû porter plainte pour qu'il me laisse en paix. Une condamnation a mis un stop à son harcèlement. Depuis, j'ai peur d'entrer dans une relation. Alors, c'est tout à fait normal qu'après avoir vécu ce genre d'histoire et de ce genre de situation, tu aies peur d'aller dans une relation. Je sais pas depuis combien de temps tu es séparée de cette personne. Je sais pas, d'après ta formulation, j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps, mais peut-être que je me trompe complètement. Si c'est le cas, c'est absolument normal et c'est ok, c'est pas grave en fait, tu n'es pas obligé d'être dans une relation. Et tiens, c'était ça que je voulais rajouter à la fin de ma story tout à l'heure que je n'ai pas fait, mais j'ai beau faire le travail que je fais, j'ai beau accompagner des femmes célibataires pour les aider à rencontrer quelqu'un, être dans une relation, être en couple n'est pas une fin en soi et n'est pas une obligation. Donc en fait au contraire, un passage de célibat pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à mieux se cerner, ça peut être juste génial. Donc vraiment il n'y a pas d'injonction à la relation et si t'es pas prête, t'es pas prête et voilà, prends ce temps pour penser tes blessures. Et oui, quand on a été dans une relation toxique,
Ça prend plus de temps pour se réparer que une relation normale. Enfin, normale. Il n'y a pas de normalité, mais en tout cas une relation non toxique. Parce que ça laisse des stigmates qui sont différentes en termes de méfiance, de capacité à faire confiance. Et puis quand il y a eu de la violence et tout, enfin, ça laisse des traumas qui sont plus ou moins grands. Mais de toute façon, on n'est pas là pour comment dire, donner un ordre de grandeur à la souffrance. Donc peu importe. Mais en tout cas, ça laisse des marques, bien sûr. Franchement, moi, après ma dernière relation très compliquée, il m'a fallu, je pense, 1 an et demi avant de me dire ok, là je suis prête à rencontrer des gens, et puis en fait non, j'étais pas vraiment prête, et puis après encore 1 an, et puis en fait voilà, il m'a fallu presque 4 ans pour être vraiment prête à m'investir dans une relation. Il m'a fallu 4 ans. Donc voilà, c'est pas. Ne vous brusquez pas. Alors j'ai pas dit que ça va vous prendre 4 ans, hein. Chacun a son rythme, chacun a ses envies, et moi j'avais d'autres choses à faire aussi à côté, donc il n'y a pas de souci. Mais. Voilà, il faut accepter que ça prend du temps de se réparer et que c'est ok. Voilà, et que chacun avance à son rythme, mais il faut pas hésiter à se faire accompagner. Je sais pas si c'est le cas, si tu te fais accompagner, mais je t'invite vraiment à le faire. Si c'est pas le cas, ça te fera du bien. Ce serait... Ok, ça fait 5 ans, très bien. Bon, ça va, ça fait un moment. Mais bon, bah écoute, ça fait 5 ans, c'est aussi ok, tu vois, si t'es pas prête. En fait, il y a un moment donné, et ça d'une façon plus large, hein, au-delà des relations toxiques et tout, avec les peurs, il y a vraiment cette balance qui se crée. C'est-à-dire qu'on a peur et on aura toujours un peu peur. Et c'est normal. Tu auras toujours cette peur qui sera là. Voilà, tu pourras pas t'en débarrasser. N'attends pas de t'être débarrassé de cette peur pour pouvoir t'investir dans une relation avec quelqu'un. C'est parce que tu vas commencer à t'investir dans une relation avec quelqu'un et que ça va commencer à bien se passer que ta peur, elle va diminuer petit à petit. Donc il faut que tu réussisses à trouver une motivation suffisamment grande pour aller traverser cette peur et aller un petit peu de l'autre côté de la rivière, aller au-delà de tout ça. Et donc, bah, ça peut être ton désir d'être en relation. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, il y a cette espèce de principe de balance. Et aujourd'hui, ta peur, elle est là, et le désir, il est peut-être là. Mais en fait, si ton désir d'être en relation, il devient de plus en plus lourd, hop, il va faire remonter, et ça va peut-être basculer. Et donc, ça va te permettre de passer au-dessus de cette peur-là. Alors, j'ai vu passer plein de trucs. Ok, un homme qui n'a aucune empathie, qui a reconnu ses erreurs bien trop tard et qui a agi à l'inverse de ce qu'il écrit est considéré comme une personne toxique. Bah, en fait, c'est une personne toxique si, en se comportant comme ça, il met en souffrance les gens qui sont en face. J'imagine que ce genre de comportements peuvent déboucher évidemment sur la souffrance des personnes en face. Donc, en fait, voilà, vraiment, c'est pour ça que j'ai fait le live. Le titre du live, c'est relation toxique et pas personne toxique. Parce que, comme je disais au départ, pour moi, il y a les deux. Il y a des gens qui sont toxiques systématiquement, mais et typiquement, effectivement, peut-être le profil de la personne que tu décris. Mais il y a aussi la dynamique de la relation. N'oublions pas, et alors, je vais peut-être me faire laminer pour dire ça, mais dans une relation, on est deux. Alors, c'est très compliqué, et je suis tout à fait d'accord que quand il y a de la violence qui s'installe, quand il y a ces choses-là, etc., quand on est victime, point barre. On n'est pas responsable du fait que l'autre nous fasse subir de la violence. Néanmoins, et il y a plein de process, voilà, et comment dire, il y a plein de processus qui sont sous-jacents et qui font que on se rend même pas compte qu'on est là-dedans et qu'on n'arrive plus à partir. Donc, non mais en fait, c'est très difficile à aborder comme sujet sans avoir l'impression d'être en train de blâmer les gens qui sont victimes parce que c'est pas mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est toujours deux dans une dynamique relationnelle. Mais en fait, je pense que c'est important de le savoir aussi, même quand on est victime, justement. Pour reprendre. En fait, c'est toujours reprendre son pouvoir. C'est vraiment pas se blâmer, c'est pas se culpabiliser, se dire en fait, on est deux dans cette relation. Et si moi, à un moment donné, on est d'accord que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, mais si à un moment donné, j'essaye de sortir de la dynamique, alors peut-être qu'il y a espoir que ça s'arrête et que ça change. C'est juste ça que je veux dire. Voilà. Mais encore une fois, on n'est pas responsable quand on se fait violenter d'une quelconque manière. Il n'y a aucun doute là-dessus. La responsabilité est à 100% sur la personne en face. Notre responsabilité à nous, c'est d'aller comprendre ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation potentiellement pour ne plus jamais y retourner. C'est juste ça. Mais donc, pardon, je me suis complètement éloignée de ta question, Peanut. Donc oui, oui, ça peut être considéré comme une personne toxique, peut-être, surtout s'il revient et qu'il essaye toujours de te mettre en souffrance. Mais voilà, encore une fois, les gens toxiques et même les gens violents d'une certaine façon, bref. En fait, considérer que 80% des gens sont en souffrance, j'ai des chiffres complètement absurdes, mais enfin bon, beaucoup de gens sont en souffrance, beaucoup de gens sont très névrosés, et beaucoup de gens ne se prennent pas en charge parce que c'est compliqué, parce que la société, malgré tout, n'incite pas toujours à le faire, en tout cas pas forcément de la bonne manière.
Et que malheureusement, eh bien, cette souffrance, elle rejaillit souvent sur les gens qu'on a en face, que ce soit la famille, que ce soit les enfants, que ce soit les partenaires, les conjoints, etc. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, attention, ça ne veut pas dire, parce que des fois, quand on a soi-même trop d'empathie, et c'est souvent quand on est des personnes très empathiques, très compréhensives, qu'on se fait piéger dans des relations avec des personnes toxiques, des personnes manipulatrices, des personnes violentes, parce qu'on a cette faiblesse, mais enfin c'est même pas une faiblesse, on a ce point de fragilité, parce que pour moi c'est pas du tout une faiblesse d'être empathique, bien au contraire, mais on a ce point de fragilité, cette porte d'entrée très grande, voilà, émotionnellement, par rapport aux autres. Et donc du coup, ils ont des points d'accroche beaucoup plus forts. Et en plus, si on est quelqu'un qui culpabilise facilement, etc., et ben en fait, on va avoir du mal à se dire qu'on compare, parce qu'on nous fait culpabiliser encore plus. Enfin, bref, il y a tout un processus qui est hyper compliqué là-dessus. Et je sais plus du tout où mon cerveau voulait partir, c'est grave ou pas? Mais oui, voilà. Et du coup, oui, j'ai parlé de comprendre. Du coup, quand on est quelqu'un de très empathique, et que du coup on est capable de voir la souffrance de l'autre et de la comprendre, et bien du coup ça devient une excuse aussi. Oui, mais tu comprends, il a beaucoup souffert. Oui, mais tu sais, sa vie, elle n'a pas toujours été facile. Oui, mais tu sais, au travail, c'est compliqué pour lui ou pour elle. Oui, mais tu sais, voilà, c'est comme ça. C'est la danse des excuses. Et c'est normal, bien sûr, parce que surtout quand on est amoureux de quelqu'un, bah, on a envie déjà de ne pas le voir aussi durement que la réalité de ce qu'est cette personne et de ce qu'elle nous fait subir. Mais en fait, il faut utiliser notre capacité d'empathie pour comprendre ce qui se passe, mais accepter que la compréhension n'est pas une excuse. Je comprends que cette personne est en souffrance, mais je comprends qu'en fait, elle est tellement en souffrance que je ne peux rien y faire, et que donc je dois m'extraire de cette situation. Vous voyez la différence entre ça et « Ah, le pauvre, ah, la pauvre, elle est en souffrance, il faut que je la sauve, il faut que je l'aide. Non, mais parce que si je suis pas là, il ou elle n'aura plus personne, et elle va jamais s'en sortir, il va jamais s'en sortir. » C'est pas du tout le même bail. Donc, il faut vraiment réussir à être dans la compréhension, mais non explication, mais non excuse, quoi. Voilà. C'est pas facile, hein. Ça demande beaucoup de travail sur soi, et du coup, on en revient à ce travail sur soi pour apprendre à mieux se connaître et à comprendre qu'est-ce qui à un moment donné, et moi c'est le travail que j'ai fait, pourquoi est-ce qu'à un moment donné j'ai choisi un homme qui finalement avait une façon de se comporter avec moi qui n'était pas acceptable, pourquoi j'ai accepté pendant tout ce temps, etc. Parce qu'en fait j'avais pas confiance en moi, parce que j'avais l'impression que peut-être sûrement j'aurais pas mieux, parce que au fond je pense que je sentais que lui était en souffrance, et donc en fait ça me faisait, comment dire, mal au cœur, entre guillemets, de partir. En fait, je me suis auto-piégée. Parce que comme je le voyais qu'il était mal, en fait, j'osais pas partir parce que j'avais peur de lui faire du mal. Mais donc, en fait, c'est l'enfer. C'est bien pour personne. Donc, voilà, c'est vraiment important. Et quand on parle de responsabilité, encore une fois, je parle de ça parce que je sais que c'est très compliqué. Et le concept de responsabilité, les gens ont l'impression qu'on leur dit c'est de votre faute. Non, c'est vraiment pas ça. C'est face à une situation donnée, qu'est-ce que je choisis d'en faire? C'est ça la responsabilité. Et qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon pour faire les choses différemment dans le futur? C'est juste ça. Bien sûr que c'est pas de votre faute. De la même façon que si vous avez eu une enfance terrible ou que, je sais pas, vous avez subi des violences, etc., etc., bien sûr que c'est pas votre faute. Évidemment. Évidemment, surtout que vous étiez un enfant. Alors c'est encore moins de votre faute. Mais votre responsabilité maintenant en tant qu'adulte, mais c'est votre responsabilité vis-à-vis de vous-même en plus, pour votre vie, parce qu'en fait vous êtes les seuls qui êtes responsables de votre existence, et il n'y a personne qui pourra faire ce chemin et ce travail pour vous. Donc en fait votre responsabilité vis-à-vis de vous-même et de votre vie, c'est si vous en avez le courage et la force. Et seul, c'est très compliqué, donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et j'en profite pour placer mon petit moment de normalisation de la thérapie et d'aller chez le psy et de demander de l'aide, parce que c'est ok, c'est normal d'aller chez le psy, ou quelque forme de thérapie, peu importe. C'est bien, ça fait pas de vous quelqu'un de faible, au contraire, ça fait de vous quelqu'un de très fort, parce qu'il faut être sacrément fort pour réussir à demander à quelqu'un de nous aider. Donc voilà, c'était ma minute prêche thérapeutique. Mais voilà, allez comprendre ce qui se passe en vous et allez comprendre pourquoi vous avez accepté certaines choses à certains moments. C'est vraiment très important. Et évidemment, il y a cette phase de compréhension qui est la phase 1, et puis après il y a la phase de mise en pratique. Comment est-ce que je sors de ces schémas? Comment est-ce que je sors de ces dynamiques? Et évidemment, là c'est une autre difficulté. Parce que alors intellectualiser tout ça c'est déjà pas facile, hein, parce qu'il faut se confronter à plein de choses et à plein d'émotions désagréables, mais ensuite en sortir,
c'est compliqué. Et ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que c'est normal. En fait, déjà, on est tous différents. On part tous de points différents, donc ne comparez jamais votre cheminement personnel, émotionnel et psychique à celui du voisin ou de la voisine. Parce que vous êtes sûr d'être en échec à un moment ou à un autre. Vous serez plus en avance que certains et plus en retard que d'autres. On est toujours le pauvre de quelqu'un, de toute façon. Donc voilà, on accepte ça. Alors vous allez me dire c'est injuste. Et moi, comme je dis à toutes mes coachées, moi j'ai plein de coachées qui me disent oui mais c'est injuste, mes amies, elles sont en couple et pas moi, elles sont en couple depuis 15 ans et moi je galère et tout. Oui, c'est injuste. La vie est injuste. Bon, c'est une réalité. Moi je vais pas vous dire ah mais non mais vous savez la vie... Non, la vie est injuste, c'est une réalité, c'est comme ça. Et une fois qu'on a accepté cette réalité, on essaye de trouver les moyens de voir s'il y a des zones de travail pour pouvoir aller vers autre chose et pour pouvoir aller vers plus, c'est même pas plus de bonheur, parce que le bonheur c'est quelque chose finalement de furtif et de passager, c'est plus de paix intérieure, d'être en paix avec soi-même, d'être aligné avec vous-même. Et c'est vraiment ça en fait. Et plus vous serez aligné avec vous-même, et moins vous risquez de vous retrouver en situation de relation toxique, parce que finalement une relation toxique c'est quoi? C'est une relation qui vient vous désaligner en permanence. Et donc si vous êtes suffisamment aligné avec vous, eh bien en fait vous allez refuser des mouvements relationnels ou des personnes qui vous désalignent. Vous avez fait le taf. Croyez-moi, quand vous avez passé 1 an ou 10 ans en thérapie, que vous avez fait un coaching, que vous avez passé des heures à réfléchir sur vous, que vous essayez au quotidien d'être... alors j'aime pas la meilleure version de vous-même parce que je trouve que c'est un côté très américain, mais d'être une bonne version de vous pour vous-même. En plus, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à vous. D'être aligné et tout, quand vous avez passé des heures à taffer là-dessus, vous avez plus le time pour les gens qui sont là et qui vous disent je sais pas trop ce que je veux, ah bah tiens, je vais te manipuler, ça dégage. Voilà, c'est vraiment, alors là, on devient très intransigeant, mais voilà, vous avez plus le temps pour ça. Et donc, c'est ça aussi l'idée, pour moi, d'un travail en thérapie ou d'un travail en coaching, de vous réaligner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est ça que je travaille avec mes coachés. En fait, c'est d'abord, on vous reconnecte à vous, on vous donne plus confiance en vous, on vous donne la capacité à vous connaître, à poser vos limites, à connaître quelles sont vos valeurs, parce que plus vous êtes ancré à l'intérieur, plus c'est solide, et moins on peut vous faire tanguer. Et ça, c'est vraiment... Vous êtes le point de départ de votre existence au sens large, vous êtes le point de départ de votre vie amoureuse. Le souci, c'est qu'on nous fait croire que la vie amoureuse, c'est facile. Que comme c'est le truc qu'on devrait faire, bah hop, allez, je suis truc quelqu'un, bim bam boum, c'est fini. Sauf que, encore une fois, on est tous différents, on a tous des passifs différents, on a tous des constructions sociales différentes, même en vivant dans le même pays, on a tous des constructions sociales différentes, parce que si on a grandi à Paris ou dans une autre ville qui n'est pas Paris, bah en fait à Marseille, à Lyon, bref, on a tous des constructions sociales différentes, selon le milieu social où on a grandi, bref, il y a des influences hyper fortes de notre cellule sociale et des influences aussi hyper fortes de la société en général, plus les influences liées à notre propre identité individuelle. Donc c'est un sacré bordel. C'est un sacré bordel. Et il y a toutes ces choses. Et c'est important de s'en rendre compte parce que c'est toutes ces choses-là qui influencent aussi la façon dont vous choisissez à un moment donné vos partenaires de façon très inconsciente. Et le travail, c'est de conscientiser comment est-ce que vous avez choisi vos partenaires et pourquoi vous avez choisi ces personnes. Encore une fois, pas pour vous en vouloir et pour vous flageller. Ce qui est fait est fait. Si vous avez fait ce choix à un moment donné, c'est que vous ne pouviez pas faire le choix autrement. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est pareil, c'est ce que je répète à mes coachés 1000 fois en coaching. On ne se flagelle pas. Si ça a été fait comme ça, c'est que ça ne pouvait pas être fait autrement. Si, à ce moment-là, vous auriez pu faire autrement que de vous retrouver dans une relation toxique, vous doutez bien que vous ne seriez pas resté. Bon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est que de toute façon, c'était pas possible. On ne réécrit pas le passé. Voilà. Mais on se sert du passé pour aller vers un avenir, un futur qui soit un petit peu différent. C'est juste ça. Bon, je vais revenir aux questions parce que là, je peux disserter pendant 3 heures sur le sujet. Je ne suis pas toujours capable d'écouter et d'entendre tout ce que vous dites en une fois, mais qu'est-ce que vous me faites du bien, avancer, m'aider à me protéger. Merci beaucoup Stéphanie, bah c'est normal, hein. Enfin je crois-moi que moi aussi, je rigole parce que je rassure, moi aussi, c'est un paquet de temps de travail personnel, et puis bon, en plus moi maintenant si tu veux j'ai un biais parce que j'écris 6 posts par semaine, j'accompagne là en ce moment en individuel 9 femmes, plus il y a les coachés collectives, enfin donc je suis en coaching permanent de moi-même, c'est-à-dire que quand je leur parle et que je leur dis oui tu comprends machin, là tu vois poser tes limites c'est important et tout, t'inquiète que c'est à moi aussi que je parle indirectement, je me dis attends t'es en train de lui dire ça, mais qu'est-ce que t'as fait hier, est-ce que t'as vraiment bien posé ta limite, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à refaire donc voilà, donc c'est normal de pas réussir à absorber tout d'un coup, c'est normal d'avoir besoin de temps, d'avoir du temps pour processer. Et vous savez, et alors, vraiment, mon honnêteté n'est peut-être pas bonne pour moi, mais en toute transparence, même,
Après un coaching, il y a vraiment, il y a deux, enfin non, il y a un seul résultat commun, c'est que tout le monde se sent mieux dans sa peau et dans le lâcher prise et a plus de paix intérieure, a plus de connaissance de soi et a les bons outils pour avancer. Ça c'est pareil pour tout le monde. Mais il y a celles qui, au moment du coaching, si vous voulez, il y a un alignement entre leurs désirs, leur situation personnelle, le travail qu'on a fait et ça fait clac 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 et du coup, hop, c'est très rapide. Et puis il y en a pour qui l'alignement n'est pas encore tout à fait là. Peut-être parce qu'elles n'avaient pas déjà fait 50 thérapies avant, ou parce que elles sont plus jeunes et qu'il y a moins d'expérience de vie qui s'est fait, et voilà. Ou parce que, encore une fois, chacun est différent. Donc en fait, leur processus intérieur est un petit peu plus lent. Je mets entre guillemets lent parce que ça voudrait dire on compare à quelque chose, à une norme, mais n'est pas au même rythme. Et c'est aussi ok, mais c'est pas grave parce que c'est pas perdu. Le travail qu'on a fait à un moment donné, il est là. Quand vous avez conscientisé ces choses, quand vous avez mis des mots là-dessus, quand vous avez mis des mots sur vos peurs, sur vos envies, sur vos besoins, que vous avez appris à faire tout ça, même si juste après, potentiellement, vous vous sentez encore bloqué, vous avez du mal à mettre en application, etc., c'est parfaitement humain. Vous n'êtes pas des machines. On n'est pas en train de vous programmer là, on n'est pas en train de coder sur un ordinateur, ça marche pas. Donc, mais ce travail, il est jamais perdu. Il est là, en fait. Il est en backup. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, il y a un shift qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Et quand ce shift, il sera là, alors ce shift, il arrive aussi parce que vous avez fait le travail, mais en plus, quand il arrive, eh bien, vous avez déjà le truc en amont qui a été fait et donc ça va beaucoup plus vite. Hop, c'est pas du tout ça que je voulais. J'ai des notifications, tac, tac. Reprocher, très bonne question. Chloé, reprocher à son partenaire de ne pas le voir assez, est-ce un comportement toxique? Alors, en soi, non. Je mettrai en point d'attention que reprocher des choses à l'autre, c'est jamais un bon plan en termes de communication. C'est la minute, celles qui savent, c'est la minute publicité communication non violente. Je vous jure, formez-vous ou juste... pardon, j'ai déjà du mal, c'est dimanche soir, hein. Instruisez-vous sur la communication non violente. C'est merveilleux. Vraiment, c'est un outil extraordinaire. Si vous voulez déjà une petite touche d'information là-dessus, on a fait un podcast avec Thomas Danzambourg, c'est le podcast d'il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises, sur la communication non violente. C'est un spécialiste de la communication non violente. Cet homme est extraordinaire, c'est mon Jésus à moi. Pardon pour le blasphème, mais vraiment, il est... Enfin voilà, la communication non violente, c'est extraordinaire. Donc, prenez le temps de creuser ce truc-là. Ça changera votre vie, sans déconner. Et pas que votre vie amoureuse, hein, votre vie au sens large. Votre rapport à vous-même, apprendre à écouter vos besoins, à les exprimer, à vous comprendre. En fait, c'est aussi ça. Dans le processus où j'apprends à me comprendre, eh bien, je comprends mieux l'autre. Et donc, comme je le comprends mieux, je suis moins dans le reproche, je suis moins dans la critique, je suis plus dans l'acceptation. Et attention, on est d'accord, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas l'acceptation de tout à tout prix, c'est l'acceptation de certaines choses et de poser ses limites quand il faut, hein, et d'exprimer ses besoins. Mais donc je peux accueillir l'autre tel qu'il est vraiment. Et des fois, accueillir l'autre tel qu'il est vraiment, c'est aussi lui dire « je ne peux pas t'accueillir ». En fait, en l'état, je ne peux pas t'accueillir parce que tu ne corresponds pas à mes besoins, tu ne corresponds pas à mes valeurs, tu ne corresponds pas à qui je suis. Et être avec toi, c'est me désaligner. C'est aussi ça. Donc, du coup, j'en reviens à la question. Je suis une catastrophe. J'en reviens à la question. Je hug mon ordinateur. On va poser ça. Donc, non, en soi, c'est pas toxique de reprocher à son partenaire de ne pas le voir assez. Ça peut le devenir si tu le dis tous les soirs, d'une façon très méprisante potentiellement, ou très critiquante, voire un peu méchante, et que c'est redondant, d'une façon qui n'est pas du tout productive, enfin, tu vois, dans le sens qui n'amène pas à changement. Je ne sais pas si c'est toi qui le fais ou si c'est l'autre qui le fait. Si c'est toi qui le fais, ou si vous êtes plusieurs à faire ça, moi, ce que je vous invite à faire, et là, on est en mode CNV, c'est d'essayer de comprendre quel est votre besoin derrière. Est-ce que vous avez besoin de plus le voir? Alors déjà, est-ce que vous avez vraiment besoin de plus le voir? Identifiez. Peut-être que vous n'avez pas besoin de plus le voir. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré sur la relation. Peut-être que vous avez effectivement besoin de connexion. Peut-être que vous avez besoin de partage. Peut-être que vous avez besoin de sécurité. Quel est votre besoin? Identifiez-le. Et vous voyez, à partir de là, en fait, ça se trouve, tu n'as pas besoin de le voir plus souvent. Peut-être que tu as besoin d'avoir une conversation sur où va votre relation. Ou peut-être que tu as besoin d'avoir une conversation sur... ou peut-être que tu as besoin, je sais pas, d'avoir une conversation un peu plus profonde pour la connexion. Ou effectivement de planifier un week-end ensemble pour le partage. Vraiment, prends le temps.
d'aller comprendre exactement quel est ton besoin derrière, et tu vas voir que ça va te permettre d'exprimer les choses de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible. Voilà, je suis complètement à la ramasse dans le chat, comme toujours. Il faut dire à Instagram d'arrêter de dire qui rejoint les vidéos, parce qu'après, je ne vous vois plus. Je me perds. Est-ce qu'ils peuvent changer ? Est-ce que les gens peuvent changer ? Alors, moi, je pense que les gens ne changent pas. Je pense que les gens évoluent. Et oui, en tant qu'être humain, je vais pas dire, moi, j'ai une capacité d'évolution et les autres n'ont pas de capacité d'évolution. Ça n'aurait pas de sens. Je pense que tout le monde a la capacité à évoluer. Néanmoins, pour pouvoir évoluer, il faut en avoir le désir. Alors après, est-ce que tout le monde a le désir d'évoluer ? Ça, c'est un débat. Je sais pas s'il y a vraiment un débat, parce que non. Je pense que la réponse est non, mais peut-être que je me trompe. Mais peut-être que... Enfin, il y a des gens pour qui ça vient plus tard. Il y a des gens pour qui ça vient à 20 ans, il y en a pour qui ça vient à 65. Bon, et puis il y en a pour qui ça vient jamais. Donc, je pense que c'est pas une possibilité de changement, parce que la possibilité, pour moi, globalement, tout le monde l'a, attention, dans les limites qui nous sont propres. C'est-à-dire que moi, je peux évoluer jusqu'à un certain point. On ne peut pas tous évoluer pour devenir tous les copies conformes des mêmes personnes. Et ça, c'est un peu le biais, je pense, effectivement, parfois, de la façon dont le dev perso est mis en avant. On évolue dans une jauge de possibilités. Moi, peut-être que le plafond de ma jauge, il est à 50. Peut-être que le tien, il est à 1000 sur certains sujets. Du coup, on n'a pas la même marge. C'est comme pour tout. Peut-être que moi, je ne serais jamais jouer du piano et toi, tu joues très bien. Tu vois, on a tous... voilà. Mais oui, la possibilité d'évoluer et de changer, enfin d'évoluer, elle existe. Mais le désir, ça dépend des gens. Néanmoins, le problème, c'est que tu peux pas rester avec quelqu'un en espérant qu'il change. Ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre, c'est la porte ouverte à l'enfer. C'est-à-dire que tu attends, et puis t'attends, et puis en plus tu ressasses, et puis t'as de la frustration, et puis du ressentiment, et puis en fait, du coup, toi aussi, tu viens participer à la toxicité, activement, à la toxicité de la relation, même si c'était pas le cas au début. Donc, encore une fois, on prend les gens comme ils sont. Si cette personne... Et attention, hein, je dis pas, encore une fois, que les gens... Enfin... Je dis pas qu'il faut pas être patient parfois, qu'il faut pas laisser des marges, etc. Parce que dans le sein... Enfin, la meilleure zone pour évoluer et pour apprendre, c'est la relation à l'autre. Et la relation amoureuse en particulier. Parce que c'est un tel challenge que... Voilà. Mais faut-il encore une fois, qu'il y ait ce désir initial. S'il n'y a pas ce petit feu, cette petite étincelle de départ, ça ne fonctionnera pas. Mais on prend les gens comme ils sont. Si cette personne est colérique, par exemple, ça pourrait être le genre de trait de caractère qui pourrait potentiellement mener à une forme de toxicité dans la relation. Ne t'attends pas à ce que demain, ce soit quelqu'un de très tendre et très doux et très mignon. Alors, on peut être colérique et des gens étendre, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça va devenir un agneau et il va pas passer en mode communication tranquille et non violente du jour au lendemain. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, peut-être. C'est possible. Mais tu prends les gens comme ils sont, avec leur zone d'évolution potentielle. Mais ça dépend du point de départ. Voilà. Et en tout cas, si c'est surtout ça, si ton bien-être dans la relation et la pérennité de la relation sont dépendants du fait que cette personne, elle change, c'est là qu'il y a un souci. Vous voyez ? C'est pas pareil que de se dire je suis avec quelqu'un, je suis bien, et puis peut-être que cette personne, elle va évoluer, et on évolue tous, et ça, c'est bien, c'est ok, tu vois, c'est un truc c'est des trucs en parallèle. Et d'ailleurs, des fois, on évolue dans des sens différents, et c'est aussi pour ça que les gens se séparent parfois, même si ils étaient bien, et voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut pas que la pérennité de la relation et ton bien-être dedans dépendent du changement de cette personne, sinon là, tu vis un enfer. Une relation toxique, c'est une relation qui vous désaligne en permanence. C'est ça. Je me rends compte que je suis très à la bourre. Bonjour, avoir un partenaire qui ne complimente jamais. Je n'ai pas eu la suite de ta question, mais j'imagine, est-ce que c'était toxique ? Si c'est ta question, je vais imaginer la fin de la question, donc partons là-dessus. Non, quelqu'un qui ne complimente jamais, c'est pas toxique en soi, ça peut être dérangeant, surtout si toi c'est quelque chose dont tu as besoin. On a tous des façons différentes. En fait, alors ça c'est le truc des langages de l'amour. Alors ce livre est à la fois très intéressant et à la fois une grosse angoisse parce que le mec qui a écrit ça il y a 30 ans, c'est un américain hyper tradi, pas très open, donc voilà. Mais des fois il faut virer la partie comme ça et se concentrer sur l'essentiel de ce qu'il a dit. En fait, moi ce que je fais des fois c'est que je prends ce qui me paraît intéressant, je le stocke un peu, je le remixe à ma sauce et après voilà. Bon. Mais l'idée du langage de l'amour, c'est quoi ? C'est de dire la façon dont j'exprime mon amour ou je reçois, souvent est la même. C'est-à-dire que moi, si j'exprime mon amour par des mots d'affection,
il est fort probable que ma façon de recevoir l'amour, c'est des mots d'affection. Néanmoins, la personne en face de moi peut avoir un langage d'amour qui est différent. Peut-être que pour cette personne, ça va être du temps qualitatif ensemble. Donc, le problème, c'est que la façon dont je vais aimer l'autre est le reflet de la façon dont je voudrais être aimée. Donc, si moi, c'est les mots et que je lui dis plein de mots, ben en fait, l'autre, il est peut-être pas capable d'entendre ces mots comme de l'amour parce qu'il va penser que, en fait, il faudrait qu'on passe plus de temps qualitatif ensemble. Et vice versa, lui va me donner du temps qualitatif, mais il va pas me faire de compliments, il va pas me donner des mots. Et donc moi, je vais avoir l'impression qu'il m'aime pas. Mais en fait, il m'aime et il me le montre. Et souvent, vous verrez sur les relations, c'est ça. Hein. Oui, mais tu m'aimes pas, tu t'en fous. Alors qu'en fait, la personne, si vous regardez, elle fait des choses ou elle dit des choses. Ou c'est juste qu'elle le dit pas dans quelque chose qui est entendable pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Déjà, il faut essayer de comprendre quelle est, vous, votre façon privilégiée d'exprimer votre amour à l'autre. Et en parler avec l'autre et avec votre partenaire. Et essayer de comprendre sa façon, à lui ou à elle, privilégiée d'exprimer son amour, de façon à ce que la personne, elle puisse faire un pas vers vous, donc peut-être de temps en temps exprimer son amour d'une façon qui vous ressemble plus, ou qui est plus entendable pour vous, mais aussi pour que vous puissiez comprendre que peut-être qu'il ne vous fait pas de compliments, mais j'en sais rien, tous les dimanches matins, il va vous acheter votre croissant préféré. Voilà. Ça aussi, c'est de l'amour. Mais c'est pas des compliments, mais c'est de l'amour. Voilà. Il faut voir. Et après, se pose la question de est-ce qu'on est compatible ou pas avec ces trucs-là. Si j'ai un partenaire qui me complimente jamais, est-ce que je peux continuer cette relation ou pas, à quel point c'est dérangeant pour moi, etc. Et donc ça, c'est les questions qu'il faut se poser. On évolue aussi sans y penser. Oui, bien sûr, on évolue toujours par le fait des expériences, mais si on n'y pense pas du tout, est-ce qu'on évolue vraiment? C'est très philosophique comme question, je pense. Je sais pas, j'ai pas la réponse. J'aurais tendance à penser que pour évoluer réellement, en profondeur, je veux dire, sur des choses, sur la façon de gérer nos émotions, sur le fait de poser nos limites, sur notre capacité à nous aimer, à nous vivre avec les autres, je pense qu'il faut quand même être dans une forme de conscientisation. Parce que si tu conscientises pas, tu peux pas complètement évoluer. Et tu vois, la preuve, c'est qu'il y a des gens, ils se mangent des... Enfin, et ça a été mon cas aussi, ils se mangent des portes en amour pendant des années. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle se taper la tête contre le même coin de mur éternellement. Et on pourrait supposer, il y a les événements, les gens évoluent, mais ils comprennent un petit peu, mais ça suffit pas. Il faut faire le travail, à un moment donné, il faut faire une pause. Et moi, c'est aussi ce que je dis à mes coachés. Je dis, on travaille ensemble. Là, ce que je te demande, c'est de faire une pause. On fait la pause, on bosse à fond, et après, on repart. Et c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de rater quelque chose, de passer à côté d'une opportunité. Mais tant que t'as pas fait le travail, cette opportunité, elle peut pas vraiment se présenter. Parce qu'en fait, toute l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, si je suis pas prête à recevoir la personne, parce que quand je dis la personne, il n'y en a pas qu'une, mais la personne, une personne, voilà. Tant que je suis pas prête à recevoir une personne qui peut vraiment me convenir, en fait, je peux vous en mettre 10 sous le pif, vous n'allez pas les prendre. Elle vous garantit. Alors ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, quand même, cette notion de conscientiser est quand même très importante. Se raccrocher à « il peut changer » ou que tu dois changer est un piège. Tout à fait. C'est le piège de l'enfer. C'est la porte de l'enfer. Vraiment. Peut-on parler de manipulation quand il s'agit au contraire d'un homme plutôt positif et qui booste ta confiance en toi à chaque fois que je m'interroge sur son réel investissement? À chaque fois que je m'intéresse sur son... Oh, je m'interroge sur son réel investissement émotionnel. C'est compliqué. Écoute, comme ça, je saurais pas te dire. Si je comprends bien, c'est que quand toi, tu as un doute et que tu lui poses la question de son degré d'investissement émotionnel dans la relation, lui, derrière, il devient très positif et il te fait des compliments et il te rebooste. C'est ça? Dis-moi si c'est ça. Je suis pas sûre d'avoir compris. Si c'est ça, effectivement, il y a une forme peut-être... Bon, après, on va pas se mentir, on est tous un petit peu manipulateurs d'une façon ou d'une autre, mais il y a manipulation et manipulation. Mais si j'ai compris ça dans le bon sens et que du coup, il se comporte comme ça pour en fait contourner et ne pas répondre à tes questions et évaser un peu le truc, oui, il y a une forme de manipulation. Après, est-ce que ça veut dire que c'est un manipulateur fondamentalement, etc. C'est encore autre chose, je pense. Mais oui, ça peut être une forme de manipulation si c'est ça. J'étais dans une relation toxique pendant longtemps et j'ai réussi à m'en sortir et refaire ma vie. Bravo. Merci de nous montrer que c'est possible. Je pense que pour beaucoup, ça fera du bien à lire. Pourtant, j'ai encore du mal avec cette partie de ma vie dans mon esprit. Comment faire le deuil pour de bon?
Alors là, comme ça, c'est pareil, c'est compliqué de te répondre. Quand tu me dis j'ai encore du mal, alors oui, moi, il faut savoir que quand vous me posez des questions, je vous repose 60 questions derrière. C'est... Parce que moi, j'ai pas vraiment les réponses en vrai, sauf sur des choses très théoriques. Mais en vrai, pourquoi est-ce que, enfin, avec quoi exactement t'as du mal? Est-ce que c'est que t'as un peu des réminiscences de ces moments qui se manifestent aujourd'hui dans certaines situations? Euh, Est-ce que voilà, tu penses comme ça? Enfin voilà, qu'est-ce que tu entends par j'ai du mal? Et comment faire le deuil? Bah en fait, qu'est-ce qui bloquerait à ton avis aujourd'hui pour faire le deuil? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as encore de la culpabilité vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu t'es pardonné à toi d'avoir été dans cette relation? Souvent, il y a cette notion, hein. Souvent, on pense que le plus dur, c'est de pardonner à l'autre, mais en vrai, le plus dur, souvent, c'est de se pardonner à soi-même d'avoir été dans cette relation. Et moi, je sais que ça a été un gros sujet aussi pour moi. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, je crois que je m'étais écrit une lettre à un moment donné quand j'étais prête à laisser partir ça, et n'hésitez pas à le faire. Écrivez-vous des lettres, écrivez des lettres aux gens, même des lettres que vous enverrez jamais. Videz votre sac, videz votre esprit, videz votre cœur, ça vous fera du bien. Euh, mais ouais, moi je m'étais écrit une lettre à mon moi d'avant pour lui dire que je lui pardonnais et que c'était ok. Et voilà, souvent on s'en veut pour d'être resté. Voilà. Et il faut se pardonner complètement ça pour pouvoir définitivement tourner la page. Je sais pas si c'est ça hein, dans ton cas, dis-moi, mais ça peut être une piste. Les 5 langages de la mort de Gary Chapman. Yes, merci. Pour la ref. C'est toujours hein, compliqué d'aligner beaucoup de mots à la suite. Oui, c'est ça. Ok, bon, bah, je suis contente de savoir que j'avais bien interprété ton point. Comment pouvoir lâcher prise quand mon copain a essayé de cacher son portable? Doute d'infidélité. Alors, la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que la base de la base dans une relation, c'est la confiance. Et la communication aussi, mais les deux vont de pair. Euh, S'il n'y a plus cette confiance, ça devient compliqué. Alors j'ai plein de questions pour toi. C'est original. J'ai plein de questions pour toi. Est-ce que tu es... Pardon. Est-ce que de base, tu n'avais pas confiance en lui? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé? Si ça s'est installé, pourquoi pourquoi tu ne lui en parles pas? Je pense qu'il faut en discuter. Je sais que c'est pas facile, mais je pense qu'il faut en parler. Dis-lui, écoute, je me sens... En fait, quel est le point de départ pour toi de cette suspicion et en parler calmement. Hein. Ne faut pas se jeter des trucs à la figure en mode vénère. C'est juste lui dire, écoute, là, en ce moment, ça va pas, je me sens pas... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas et j'arrive pas à mettre des mots dessus. Est-ce qu'on peut en discuter? Voilà. Après, quel est le profondeur de vos échanges? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Quel est le contexte? J'ai besoin de toutes ces informations pour t'aider, mais ça va être difficile de lâcher prise si t'es persuadé qu'il te trompe. Ça va être très compliqué. Pour moi, la seule façon d'évacuer ça, c'est d'en parler avec lui, à ce stade-là. Mais pourquoi est-ce que t'en es à ce stade-là? C'est ça ma question. Je vais prendre vos questions là. Hop là. Est-ce que rester avec quelqu'un qui dit qu'on n'est pas ensemble, mais on passe notre temps ensemble est toxique? Pas forcément. La question, c'est est-ce que ça te convient? En fait, il n'y a pas de bien ou de mauvaises choses dans la vie. Il y a des choses. Et il y a des choses qui nous font souffrir. Et il y a des choses qui ne nous font pas souffrir. Ce qui me fera souffrir ne vous fera peut-être pas souffrir et vice-versa. Si ça me met en souffrance, je m'interroge. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi? Pourquoi est-ce que ça me met en souffrance? À quoi est-ce que c'est lié? Etc. etc. Et là, je vais trouver des réponses. Donc la question c'est, est-ce que toi, Léna, d'être dans cette dynamique-là, c'est quelque chose qui te met en souffrance? Oui ou non? Si c'est oui, alors c'est pas toxique, mais c'est emmerdant pour toi. Parce que c'est-à-dire que bah, tu souffres, et qu'en plus, potentiellement, si c'est ton désir de rencontrer quelqu'un et de construire quelque chose, bah, d'être dans cette dynamique-là, c'est dérangeant. Ensuite, le point d'après, c'est de te demander pourquoi est-ce que toi, tu acceptes cette dynamique relationnelle où l'autre, clairement, te dit que vous n'êtes pas ensemble, alors que toi, c'est, j'imagine, ce que tu voudrais. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi c'est vraiment ce que je t'invite à aller creuser. Donc au-delà même de... Plutôt que de vouloir mettre... Alors c'est moi qui dis ça, je sais que c'est l'intitulé du live, mais n'essayez pas à tout prix de mettre une étiquette sur quelque chose. C'est souvent un piège. Et moi ce que je me rends compte, c'est qu'il y a plein de gens, mais alors je dis ça sans jugement, hein, je sais que c'est pas facile, hein, mais plein de gens restent bloqués au stade de l'étiquetage. Oui, bah c'est bon, j'ai compris que j'avais une peur de l'abandon. Ah bah j'ai compris que cette relation était toxique. Ah bah machin. Ok,
Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut la suite. Il faut agir. Voilà. Et bien souvent, les gens restent bloqués dans l'étiquetage. Parce qu'ils sont rassurés, ils ont l'impression que parce qu'ils ont mis une étiquette, bon bah du coup c'est bon. Non, ça c'est la phase 1. Et après il y a la phase 2. Donc plutôt que de te demander à tout prix, est-ce qu'on met une étiquette, est-ce que c'est toxique, on s'en fout à la rigueur que ce soit toxique ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça te fait souffrir? Si oui, pourquoi tu restes alors que ça te fait souffrir? Qu'est-ce que tu voudrais pour ta vie? Et pourquoi est-ce que tu vas pas le chercher et tu restes dans cette situation-là? Encore une fois, sans jugement. Hein. Pourquoi? Comment? C'est toujours une meilleure question. Pourquoi je fais ça? Comment je peux faire autrement? Voilà. C'est très basique. Vraiment. Vraiment, vraiment. Genre le basique absolu. Je vais y arriver ou pas? Hop. Tac, tac, tac. Hop. On me dit que je suis rancunière quand on me fait des reproches. Que faire? Bah, alors, on te dit, mais qu'en penses-tu? Penses-tu que c'est vrai? Alors, est-ce que c'est une personne qui te l'a dit? Quelle personne? Est-ce que c'est un mec dans une relation, etc. Machin, machin. Est-ce que c'est tous tes proches? Si c'est tous tes proches, effectivement, ça peut valoir le coup d'aller se questionner et de s'interroger sur toi. Mais voilà, déjà, qu'en penses-tu? Penses-tu être rancunière? Et la question d'après, attention, très originale. Pourquoi penses-tu être rancunière? Comment est-ce que ça se manifeste? Qu'est-ce qui se passe en toi? Quelles sont les émotions qui sortent dans ces moments-là? En fait, déjà, quelles sont les situations qui déclenchent ça? Donc les reproches, mais est-ce que c'est tous les reproches? Est-ce que c'est certains types de reproches? Est-ce que c'est dans certaines situations? Est-ce que c'est certains reproches faits par certaines personnes dans certaines situations? Ça se complexifie de ouf. Hein. Inception de reproches. Voilà, donc déjà, il y a tout ça à clarifier, que je t'invite à analyser. Ensuite, pourquoi, et ça c'est la question que tu vas te poser à toi-même, pourquoi est-ce que dans ces situations, avec ces personnes, ça vient réveiller ces émotions chez moi? Alors tu te parles de rancune, mais j'imagine que... C'est-à-dire que tu parles plus aux gens, tu boudes, tu fais la tête, tu deviens agressive, qu'est-ce qui se passe exactement? Et donc la question c'est ça, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça réveille ça chez toi? À quoi ça fait écho? Dans ton éducation, dans ton histoire personnelle, dans des choses que tu as vécues, dans tes traumatismes? Où est-ce que ça vient appuyer? Quels sont les boutons en fait intérieurs, les boutons psychiques sur lesquels ça vient taper et qui font que ça vient réveiller toutes ces choses en toi? Ça c'est l'autre série de questions ensuite. Et puis après, sur le comment faire. Tu vois, déjà, pourquoi hein, parce que en fait, si je ne trouvais pas le pourquoi, vous ne pouvez pas trouver le comment. C'est pas possible. Et après, tu peux te demander, ok, ça pourrait être peut-être lié à ton estime de toi. J'ai pas assez confiance en moi, donc en fait, d'ailleurs, peut-être que c'est pas toujours des reproches qu'on te fait, peut-être que c'est des réflexions, et que ce ne sont pas des reproches à proprement dit. Mais comme j'ai pas confiance en moi, ça me fait douter de moi, ça me fait me remettre en question, et du coup ça m'insécurise, et donc je me contracte, et du coup je suis sur la défensive. Peut-être qu'à contrario, ce sont effectivement des reproches parce que les personnes en face de toi ne savent pas communiquer correctement et peut-être sont toxiques d'une certaine façon dans leur façon d'être avec toi. Totalement possible. Dans ce cas-là, peut-être que une des solutions, c'est comment est-ce que j'apprends à poser mes limites et à exprimer à ces personnes que leur façon de me parler, leur façon de s'exprimer par rapport à moi me dérange et me blesse. Communication non violente. Voilà, donc, tu vois, il y a plein de pistes différentes. Je sais que vous m'en voulez parce que je ne donne jamais des réponses très claires, mais il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et c'est pour ça que je disais dans mes stories d'aujourd'hui et d'hier que le travail de coaching qu'on fait ensemble, c'est pas facile. C'est challengeant. On va creuser. C'est parfois extrêmement désagréable. Vraiment. Hein. Mais c'est nécessaire. Moi, je pense, en tout cas, dans ma vision des choses et dans ma façon de voir les choses, je pense qu'il faut challenger ces choses-là parce que, de toute façon, si vous êtes en souffrance dans la situation à l'instant T, il faut bien trouver un moyen de sortir de cette souffrance. Et aller se confronter à cette réalité, c'est un des moyens de sortir de cette souffrance. Être dans le déni, on suppose que c'est un moyen de sortir de cette souffrance, mais c'est faux. Être dans le déni, c'est être dans le déni. C'est laisser en backlog, laisser en latence les trucs jusqu'à ce qu'ils vous reviennent vous éclater à la tronche. Donc, moi, je pense que le déni n'est jamais la solution. Mais bien sûr, c'est compliqué, ce cheminement, ces questionnements, c'est pour ça que je vous dis allez en thérapie, c'est pour ça que je vous dis faites un coaching, parce que être accompagné, avoir quelqu'un qui vous renvoie toutes ces questions, c'est là où ça se débloque. Mais moi aussi je suis en thérapie, moi aussi je me suis fait coacher, moi aussi j'ai des fois je vais voir mes amis en disant ok bon ma meuf j'ai besoin que tu me dises ma vérité en face, vas-y la balance on y va, je te dis mon truc et tu me dis, c'est normal, je veux dire on a tous des angles morts, on n'a pas, s'il fallait vous faire une prise de sang à vous-même ce serait difficile, hein, on est d'accord, donc c'est normal. Il n'y a pas de souci.
Effectivement, j'ai du mal à me détacher de cette partie de ma vie. J'ai beaucoup de souvenirs. On reparle de la relation toxique. J'ai beaucoup de souvenirs qui remontent, bons comme mauvais, et j'ai du mal à me pardonner la façon dont ça s'est terminé. Et ben écoute, peut-être qu'effectivement, dans le pardon à toi, il y a la clé. Peut-être d'aller réexplorer ça si vraiment tu sens que c'est bloquant. Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect traumatique, et ça peut-être que dans le cadre d'une thérapie, je sais que le MDR est pas mal pour les traumas. Ça peut t'aider à aller un peu classer ses souvenirs. Ça peut être une piste. Et sinon, sur cette question de pardon, donc tu me dis, j'ai du mal à me pardonner la façon dont ça s'est terminé. Tu n'étais pas obligée de répondre, mais c'est les questions, comment ça s'est terminé, pourquoi ça s'est terminé comme ça. Alors oui, très, très important. Tiens, là, je pense à cet exercice et je vous invite à le faire d'une façon générale dans la vie, mais pour vous qui avez été dans des relations toxiques, parce que la question de la responsabilité, de la culpabilité, elle est très forte. Plutôt de la culpabilité, pardon. La responsabilité, c'est ce dont on va se servir pour sortir de la culpabilité, justement. Vous dessinez sur une feuille, vous prenez une feuille A4, là vous me la mettez en format paysage, et vous dessinez 2 cercles dessus. Il y a un cercle qui représente votre zone de responsabilité à vous. L'autre cercle, il représente la zone de responsabilité de votre partenaire actuel ou de votre ex. Et je veux que vous notiez très clairement, dans chaque cercle, ce qui dépend de la zone de responsabilité de chacun. Par exemple, ça pourrait être il m'a insulté. Et de son côté à lui. De mon côté à moi, je pourrais avoir je n'ai pas posé mes limites. Et puis de son côté, il pourrait y avoir il était tout le temps rabaissant. Et puis du mien, j'ai... Alors après, on revient un peu sur le même truc des limites, j'allais dire j'ai accepté sans rien dire, mais... Ouais, j'ai fait le choix de rester, même si je voyais ça. Enfin voilà, prenez, notez en fait dans chaque zone pour bien comprendre ce qui est à vous. C'est-à-dire c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler pour le futur pour ne pas vous retrouver à nouveau là-dedans. Et ce qui appartient à l'autre. Et ce qui appartient à l'autre, ça ne sert à rien d'y penser. Ça ne sert à rien de culpabiliser dessus parce que de toute façon, ce n'est pas dans votre zone de travail et de fonctionnement et d'action en fait. C'est pas dans votre zone d'action. Donc comme c'est pas dans votre zone d'action, vous ne pouvez rien y faire. Donc on laisse à l'autre, on lui rend sa part de responsabilité et donc on prend la nôtre et donc ça va mieux, on est plus léger et on n'est plus comme ça écrasé sous le poids de la culpabilité. Donc vraiment faites cet exercice et après si vous voulez aller jusqu'au bout, moi ce que je vous propose de faire c'est de couper la feuille au milieu et vous me gardez la partie qui est liée à vous et l'autre partie, vous la déchiquetez ou vous la brûlez. Moi j'aime bien brûler des papiers. Ne mettez pas le feu à votre maison, hein, évidemment. Mais voilà, faites la chose symbolique qui vous va le mieux. Vous pouvez l'enterrer dans un jardin aussi, voilà, ce que vous voulez. Mais symboliquement, vous détruisez cette part de responsabilité de l'autre pour lui dire que vous lui rendez et que ça ne vous appartient pas et que ce n'est pas à vous. Voilà. Si vous faites l'exercice, n'hésitez pas à venir m'en parler pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Je serai très contente et très curieuse de savoir comment ça se passe. Mince, excuse-moi Inès, comment on peut agir dans ce cas, réussir à oublier? Je sais pas de quoi tu parles. Je parle trop et du coup après j'oublie de quoi je parle. Peut-être sur l'histoire d'infidélité là? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux me repréciser s'il te plaît? Prends les gens comme ils sont. Oui, tout à fait. Bien se connaître soi-même et autrui ne sera jamais parfait. Ah bah bien sûr. Ce sont mes ex qui me disent ça, ok, sur l'histoire des reproches que tu étais rancunière. C'est seulement quand on me dit des choses pas sympas que je n'accepte pas et je deviens agressive, ça me rappelle des relations toxiques. Oui, ça m'insécurise. Ok, du coup, je dirais un travail effectivement à faire sur cette sécurisation intérieure et sur le fait de poser tes limites, de dire à l'autre, écoute, quand tu me dis ça comme ça, voilà comment ça me fait ressentir. C'est pas forcément de ta faute, mais voilà comment je me fais ressentir. Est-ce qu'on peut établir ensemble que ça c'est ma limite. De toute façon, ne pas s'insulter, ne pas machin, c'est une limite de base, hein, on est d'accord. Mais voilà, choses pas sympas, encore une fois, à définir. Est-ce que c'est vraiment des choses pas sympas ou est-ce que c'est toi qui les entends comme ça parce que c'est trigger et c'est ok, hein, c'est pas grave, mais voilà, tu vois, aller creuser un petit peu tout ça. Comment rencontrer des gens quand on n'a plus confiance en l'amour? Travailler sur sa confiance en l'amour pour pouvoir rencontrer les gens. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Parce que de toute façon, si t'as pas confiance en l'amour... Alors, déjà, très intéressant, c'est que... Est-ce que confiance en l'amour est quelque chose qui existe? Dans le sens où l'amour n'est pas une personne, l'amour n'est pas une chose, c'est un sentiment.
Je tire un peu le truc, hein, juste pour essayer de voir. On fait un exercice de pensée. Du coup, c'est un peu comme si tu me disais, comment faire, nana, si on n'a plus confiance en la peur, ou en la tristesse, ou en la joie, tu vois. Du coup, peut-être qu'il faudrait aller voir, mais bon, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'as plus confiance en l'amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'imagine sûrement une relation toxique, quelque chose qui t'a blessé. Donc, en fait, c'est aller guérir ses blessures, aller guérir ses failles narcissiques que ça t'a causées ou qui étaient déjà existantes et qui ont fait que tu as accepté ce genre de relation. Travailler, ouais, sur cette estime de toi pour te faire confiance à toi. Et en fait, je pense, peut-être que je me trompe, mais dis-moi si j'ai raison, que la question c'est plutôt comment faire pour me faire suffisamment confiance dans ma capacité à choisir un partenaire qui sera bon pour moi et qui ne sera pas toxique. Enfin, en tout cas, une relation qui ne sera pas toxique. J'imagine que c'est peut-être plus ça, ta question. Ce qui serait une excellente question aussi. La meuf qui se lance des fleurs. Oui, mes questions sont très bonnes. Non, c'est pas ça, mais c'est... Voilà, c'est une question peut-être reformulée comme ça. C'est plus intéressant. Parce que ça te met un levier d'action. Là où, comment faire confiance à l'amour, effectivement, on est là genre... Waouh, sacrée montagne, je vais jamais y arriver. Donc, voilà. Comment me faire suffisamment confiance pour choisir... dans ma capacité à choisir un partenaire qui soit bon pour moi. Et bien là, du coup, travaille sur l'estime de toi. Et alors, j'en profite pour faire ma petite métaphore pour celles qui ne la connaissent pas. Quand on vous dit d'apprendre à vous aimer, on vous dit pas d'être à 100% de la jauge pour pouvoir être prête à rencontrer quelqu'un. Déjà, personne n'est jamais à 100% de la jauge, ça n'existe pas. Même les gens qui vous donnent l'impression qu'ils y sont, bien souvent, en fait, ils sont à moins 150 et ils font semblant d'être à plus 100. Donc voilà. Mais, moi, ce que je vous invite à faire, et c'est aussi le travail que je fais avec mes coachés, et qu'on fait en coaching individuel ou en coaching collectif, c'est d'aller mettre un fond à votre puits intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous vous aimez pas, vous êtes comme un puits sans fond. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les choses positives, tout l'amour qu'on vous donne, toutes ces choses-là, elles tombent dans le trou noir qui est à l'intérieur de vous. En fait, ça ne peut jamais se stocker, ça tombe, et hop, et on a beau vous donner, ça tombe. Les choses positives que vous faites, enfin tout ça, tout est absorbé. Quand vous mettez un fond, donc ça c'est votre travail, construisez ce fond, qu'est-ce qui se passe? Et toutes ces choses, elles viennent, elles continuent de venir parce qu'elles sont déjà là, mais elles continuent de venir. Et là, comme il y a un fond, en fait, ça se remplit. Donc en fait, votre travail, c'est pas tellement de remplir votre puits, c'est de mettre un fond pour qu'il puisse se remplir. Et c'est vachement plus pratique. Vous voyez, comme déjà, c'est pas la même idée. Beaucoup moins de boulot. Alors c'est déjà du taf d'aller mettre un fond à son puits, mais c'est vraiment ça. Donc je mets un fond à mon puits d'amour de moi, je mets une base solide, je me reconstruis narcissiquement par rapport à tout ça, et ensuite, je fais le travail de pourquoi est-ce que je n'ai plus confiance en l'amour, qu'est-ce qui s'est passé, je fais le bilan de mes relations, je fais le bilan de mes peurs pour voir pourquoi j'en suis là, etc. Et ensuite, je fais le point sur qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans une relation, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je voudrais avoir dans une relation, quels sont mes besoins. Et ça, typiquement, ce triptyque, estime de moi, connaissance de moi et de mes valeurs, travail sur le bilan des relations précédentes et sur les peurs et sur les blocages et savoir ce que je veux dans une relation, c'est là-dessus qu'on a basé tout notre accompagnement. Alors, est-ce anodin que moi qui ai vécu une relation toxique, j'ai construit ce cheminement d'évolution et de pensée et de coaching sur cette base-là? Je pense pas, clairement, parce qu'en fait, c'est mon propre cheminement. Et ce que je transfère à mes coachés, c'est les outils et les clés de mes propres cheminements. Alors après, ça ne convient pas à 100% des êtres humains sur cette planète, peu importe. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, c'est ce dont on parlera aussi pendant le webinaire du 19 avril. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, on ira approfondir tout ça. Mais c'est ça qui est vraiment important. Alors, avec mon ex, on se voyait régulièrement depuis 4 mois. Après 6 mois de rupture, il commence à s'investir et s'éloigne. Il vient de m'annoncer qu'il a une next. C'est foutu pour moi. C'est-à-dire que je dirais qu'il a une prochaine copine. J'ai l'impression d'être très vieille quand tu me parles comme ça. J'ai l'impression d'avoir 150 ans, mais tout va bien. Alors, il y a tellement de questions. Qu'est-ce qui fait qu'après 6 mois de rupture, tu as choisi de retourner avec lui? Est-ce que les raisons qui ont fait que cette relation s'est arrêtée à un moment donné, quand vous êtes remis ensemble, est-ce que ces raisons-là existaient encore ou est-ce qu'elles avaient disparu? Qu'est-ce qui fait que... pourquoi t'as voulu recommencer? Alors je sais que tu vas peut-être me dire parce que je l'aimais, ok, mais au-delà de ça,
Qu'est-ce qui fait que tu as voulu recommencer? Parce que l'amour, c'est jamais... Enfin, c'est très important l'amour, attention, hein, je vous dis pas de vous forcer, de machin. Évidemment que c'est important. Mais c'est pas la base unique d'une relation. Voilà. Il y a aussi des choses... Donc, je peux pas te dire c'est foutu pour toi parce que je ne suis pas dans sa tête, mais je t'interrogerai plutôt... En fait, et c'est aussi ça. Quand tu me poses la question comme ça, tu es en position d'impuissance. Tu attends d'être choisi. Tu attends... Est-ce que c'est foutu, pas foutu pour moi? Qu'est-ce qu'il va faire et tout? Remets-toi en position de pouvoir et en position de choix. Est-ce que la situation telle qu'elle est, elle te convient? Est-ce que sa façon sa façon de se comporter, le fait qu'il s'éloigne, etc., est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie? Remets-toi en position de choisir. Et tu vas voir que c'est plutôt ça. Peut-être que la question, ce serait est-ce que c'est foutu pour lui? Pour la question de l'infidélité, la durée, ça fait 1 an, mais j'ai peur d'être déçue en lui faisant confiance. Et depuis qu'il a fait ça, il y a un doute qui s'est installé. Ok, donc de base, il a rien fait forcément, mais tu as peur d'être déçu en lui faisant confiance. Je comprends. Mais ça, de toute façon, c'est valable. Enfin, pour pouvoir aimer quelqu'un, pour pouvoir être dans une relation, il faut accepter la potentialité de la souffrance. Soit parce que l'autre a trahi notre confiance, soit parce que l'autre décide de quitter cette relation, soit d'autres choses qui peuvent être liées dans la relation sans forcément qu'elle s'arrête. C'est impossible de faire autrement. Vous ne pouvez pas vous investir émotionnellement dans une relation si vous n'acceptez pas l'idée qu'à un moment donné, vous allez peut-être souffrir. J'ai pas dit que vous allez forcément souffrir. J'ai dit que ça fait partie d'un spectre de possibilités. Si vous n'acceptez pas ça, alors vous y allez à moitié, vous y allez pas complètement en confiance, et du coup, c'est là où ça devient compliqué. Donc, vraiment, je pense qu'il faut que tu communiques avec lui, il faut que t'en parles. Il faut que t'en parles, parce que là, tu vas garder pour toi, tu vas te faire des films dans ta tête, ça se trouve, c'est rien, tu vas créer des situations d'enfer. Parle-lui. Vraiment, parle-lui. Ne pas attendre des autres, la clé est en nous, ne pas tout attendre des autres, tout à fait, fuir la culpabilité, tout ira mieux, tout à fait, très bien essayé, bonne soirée, merci, de rien. D'être pas ensemble, mais se voir, et surtout pourquoi il y a des hommes qui restent avec toi longtemps sans s'engager. Il y a plein de femmes qui restent aussi avec toi longtemps sans s'engager, hein. Mais parce qu'il y a des gens qui pensent être prêts, qui sont pas prêts, il y a des gens que ça arrange, qui voudraient être capables de s'engager, mais qui en sont incapables, pour plein de raisons. En fait, partez du principe, vous voyez, dites-vous, en vrai, dans ma tête, c'est quand même un peu le bordel, non? Tu vois, genre, c'est compliqué, émotionnellement, c'est compliqué et tout. Bah, partez du principe que c'est pareil dans la tête des autres. Voilà. Donc, du coup, comme c'est dans le bordel dans la tête de tout le monde, bah, les relations humaines, c'est compliqué. Et du coup, ça devient un petit peu moins le bordel quand on fait un petit peu de travail pour essayer de mettre ça en ordre. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui restent pendant longtemps avant de s'engager? Bah... parce qu'ils ont des blocages, ils ont des névroses, ils ont des soucis. Mais ma question, et encore une fois, c'est des deux côtés, pourquoi est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui restent dans des situations face à des personnes qui ne veulent pas forcément s'engager, alors que c'est ce qu'elles voudraient? Encore une fois, pas blâmer, on essaye de comprendre. Je sens que je vais me faire... comment dire, laminer après ce live. Non, merci. C'est lui qui avait rompu. Ok, bah c'est lui qui avait rompu. Pourquoi il avait rompu et est-ce que les raisons pour lesquelles il a rompu sont encore là, quoi. Tac. Allez, je prends les dernières questions. Allez, dans 5 minutes, j'arrête. Nous sommes séparés, mais il est toujours là et laisse ses affaires chez moi. Qu'en pensez? Bah écoute, est-ce que ça te dérange? Si ça te dérange, tu fais un grand carton et tu lui demandes de venir chercher ses affaires. J'en pense qu'il a sûrement du mal à couper le cordon parce que c'est difficile de quitter quelqu'un, que c'est difficile de laisser une histoire derrière soi et c'est normal. Mais la question c'est toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le vis? Si c'est douloureux, si c'est souffrant pour toi, fais ces cartons et dis-lui de venir les chercher. Je sais que c'est facile et je sais que tu le sais. Et je sais que si tu le fais pas, c'est probablement parce que c'est difficile pour toi et que de faire ça, ce serait acté que ce soit complètement terminé. Voilà. Mais du coup, en fait, mais alors attention, hein, moi c'est la première à le faire. On passe beaucoup trop de temps à se demander ce qui se passe dans la tête des autres et pas assez de temps à se demander ce qu'on pourrait faire différemment pour nous-mêmes, pas pour les autres, hein, pour nous-mêmes. Donc pareil, reprends ton pouvoir, plutôt que de te demander qu'en penser, dis-toi qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est ok pour moi. Si moi j'ai plus envie parce que là ça me fait souffrir, hop, ça dégage. Voilà, reprends le pouvoir sur ta vie là. Ah non, si j'ai fait un coucou, pardon. Je sors d'une relation avec une personne narcissique. Comment éviter de retomber dans le même schéma? Eh bien, prends le temps de te reconstruire, de penser tes plaies,
essaye de comprendre ce qui fait que tu t'es retrouvé dans cette dynamique. Lis la BD de Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour. Moi, je pense que quand on a vécu ça une fois et qu'on a pris le temps de réfléchir à soi et qu'on a compris tout ce qui se passait en nous et tous les trucs comme ça, on ne retombe plus jamais, on a un détecteur anti-trucs comme ça. Mais vraiment, le temps, le travail, réflexion sur toi. Et je sais, tu vas me dire, oui, mais je perds du temps. Non. Bah, tu te doutes bien que si tu prends... Au mieux que tu prennes 6 mois pour réfléchir et après t'es bien, plutôt que tu te relances et que potentiellement tu retombes là-dedans et que tu te retronches la gueule. Donc vraiment, réfléchis, lis la BD et éventuellement va en thérapie si c'est pas déjà le cas pour en parler, ou viens faire un coaching avec moi si tu veux, et comme ça on s'assurera que les 3 piliers, estime de soi, bilan et projection dans le futur seront garantis. Mais voilà, c'est le meilleur moyen, faire un travail sur soi. Ça veut dire quoi un mec qui te dit ne pas être ensemble mais on vit une relation depuis 1 an? Je ne comprends pas. Même chose. Trop de temps passé à essayer de comprendre, ça veut dire quoi quand lui il fait ça? Moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que ça dit sur toi? Et encore une fois, il y a 0 jugement, hein, mais qu'est-ce que ça dit sur toi quand toi, tu acceptes depuis 1 an d'être dans une relation avec un homme qui n'est pas ensemble avec toi, mais qui se comporte comme tel? Là, tu vas pouvoir trouver des réponses. Parce que tu es dans ta tête, tu es dans ta vie, tu es dans ton corps, et tu vas pouvoir aller trouver des réponses. Se poser la question de lui, ce qu'il pense, puis il y aura 1000 et une raisons. Vraiment, 250 000. Alors, si je lui parlais, ce serait plus facile. Je pourrais l'analyser et voir. Mais pose-toi la question pour toi-même. Qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Qu'est-ce que cette situation vient dire sur moi? Posez-vous toujours la question. Arrêtez de regarder l'autre. Dire oui, qu'est-ce que ça vient dire sur lui? Machin. Sauf si vous êtes hyper calé sur votre capacité à analyser les autres. Mais sinon, vous perdez votre temps et votre énergie. Et c'est une façon de vous détourner du travail que vous devez faire sur vous-même. Je suis désolée si je suis un petit peu dure, mais un peu frontale. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, ça vous mènera à rien. Vous allez vous noyer. Vous allez vous noyer dans ces réflexions et vous n'allez jamais trouver vos réponses de toute façon. Comment poser de bonnes bases dans une nouvelle relation? Ça c'est tout un sujet, c'est un tel sujet que nous avons un atelier qui s'appelle Bien gérer mon début de relation, où il y a à peu près 3h30 de vidéo plus 2 heures de live, donc ça vous dit un petit peu. Donc là, on va pas pouvoir faire le tour dans les 3 minutes qui nous restent. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Mais d'ailleurs, je pense qu'on ne va pas... À la base, cet atelier ne devait pas revenir avant le mois de septembre. Mais comme vous êtes beaucoup à nous le réclamer, peut-être qu'on va le faire en juin ou en juillet, je ne sais pas. Mais si vous êtes très intéressé, venez me voir en DM aussi, et vous pouvez aussi vous inscrire pour avoir accès aux vidéos et au replay de la dernière fois, plus le livret d'exercices, etc. Voilà. Mais en gros, poser les bonnes bases dans une relation, c'est quoi? Communiquer, blablabla, communication non violente, communiquer. Voilà, de base. Les bases d'une relation, c'est quoi? C'est vous communiquer à l'autre, que l'autre se communique à vous, vous connaître, vous respecter, vous entendre mutuellement. Donc, communiquer. C'est mon conseil garanti. Vous connaître vous aussi, pour savoir quelles sont vos peurs, quels sont vos triggers, quels sont vos besoins, exprimez vos besoins, posez vos limites, laissez le passé derrière vous, restez vous-même, évidemment, ça c'est très important. Voilà, là je vous donne, en fait c'est le plan de l'atelier, bien gérer mon début de relation. Accueillir l'autre comme il est et pas comme on voudrait qu'il soit, et ça c'est un vaste programme, et c'est valable pour toutes les choses de la vie. Comment est-ce qu'on accueille les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient? Voilà, vous avez 2 heures. Mais voilà, donc il y a tous ces trucs-là. Donc voilà, et quelles sont tes peurs, qu'est-ce que tu voudrais pour toi dans une relation? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu t'es éduqué à toutes ces choses-là? Et aller en parler avec l'autre. Communication, vraiment. Meuf relou qui dit communication à toutes les sauces, mais voilà, si ça vous intéresse, l'atelier Bien gérer mon début de relation, comme je vous dis, je sais pas si on va le refaire là d'ici la fin de l'année ou si on refait en septembre. Venez me voir en DM et je vous enverrai le lien d'inscription. Ok, allez, la dernière question. Est-ce que... Ah oui, mais voilà, je vais pas pouvoir la lire. Est-ce que je crée une relation toxique si je le mets face à mes peurs et mes besoins, alors que pour lui, il ne semble pas y avoir de souci? Est-ce que du coup, ce n'est pas moi qui crée le souci et donc peut-être quelque chose de toxique? Excellente question. Ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles le mettre face à tes peurs? Est-ce que tu... En fait, ce qui est toxique aussi, c'est de
cracher à l'autre, de vomir à l'autre vos peurs, en vous déresponsabilisant. Mais dire à l'autre, voilà, moi je sais, je me connais, j'ai travaillé sur moi, j'ai analysé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et je sais que j'ai tendance à avoir un petit peu peur de ça, mais j'en ai conscience, j'essaye de le calmer, mais du coup voilà ce dont j'aurais potentiellement besoin, es-tu d'accord? Exprimer vos besoins, ça veut pas dire obliger l'autre à y répondre, hein. Ça veut dire exprimer vos besoins. L'autre en face, il peut vous dire, écoute, je ne peux pas répondre à ton besoin. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt des besoins et des limites. Vous l'exposez à l'autre et vous voyez ainsi si en face, vous avez quelqu'un qui peut être en phase avec ça. Si vous exprimez vos besoins et vos limites et l'autre qui vous dit, ah ben non, mais désolé, moi je peux vraiment pas faire ça pour toi, bah en fait, c'est que cette relation ne peut très probablement pas fonctionner. Alors, si c'est sur beaucoup de choses, pas sur un truc évidemment. Encore une fois, il y a toute une subtilité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas donner, encore une fois, des conseils blancs, noirs, des machins, des trucs hyper arrêtés. Et c'est pour ça que tous les conseils classiques de love coaching, de les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, A plus B égale C, machin, c'est complètement débile parce que l'être humain est beaucoup plus compliqué que ça. Donc oui, il faut... non, c'est bien d'exposer... de parler de tes besoins, c'est bien de poser tes limites. Il faut apprendre à le faire de la bonne façon. Communication non violente. Et en fait, je répète toujours la même chose. Les mots-clés. Responsabilité, communication non violente. Thérapie, coaching. Voilà. On tourne comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être que dans ta façon de le faire, ce n'est pas la bonne façon, effectivement. Et donc, dans ce cas-là, ça peut s'interroger. Mais c'est pas parce que l'autre estime qu'il n'y a pas de problème que toi, tu ne peux pas estimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, c'est pas... Enfin, il faut pas être deux, forcément, avoir un problème pour qu'il y ait un problème. Si toi, il y a quelque chose qui ne te convient pas, ça ne te convient pas. Et t'as le droit d'en parler pour que ça change. Allez, vraiment la dernière... J'arrive jamais à arrêter. Allez. Mon ex revient pour répondre à mes questions suite à notre rupture qui a été brutale pour moi. J'ai ce besoin de comprendre, mais j'ai aussi peur d'être manipulée. Comment faire? Bah vas-y, en étant dans le... en prenant une distance peut-être, ou peut-être va le voir dans un lieu public. Déjà, ça te permettra d'éviter de te retrouver dans des situations un petit peu cocasses et compliquées. Est-ce que ce que tu peux faire éventuellement peut-être, c'est de caler un temps, tu vois, genre dire t'as 1 heure et après tu cales un rendez-vous avec une amie pour être sûr de pouvoir sortir de cette situation et de pas te laisser embourber là-dedans. Voilà, moi je dirais ça. Cadre le truc pour te sécuriser. Réfléchis à ce qui serait sécurisant pour toi et trouve les moyens pratiques de le mettre en place. Comment apprendre à se connaître pour connaître ses besoins et ses limites? Faites une thérapie, lisez des livres de développement personnel, mais les bons, plutôt des livres de psychologie. Faites un coaching, idéalement les 3. Vous serez au top du max de la connaissance de vous. Mais il n'y a pas de miracle. Ça va pas arriver sur le pas de votre porte, ça va pas être livré dans une petite boîte. Il faut taffer, il faut aller regarder. Pourquoi? Et ensuite comment? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que quand il m'a dit ça, j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que ça fait écho en moi? Etc. Et encore une fois, c'est très difficile à faire par soi-même parce que c'est important d'avoir quelqu'un en face qui nous renvoie les choses. C'est le principe de la thérapie, c'est le principe d'une coaching d'une autre façon. Mais voilà. Il faut et accepter que ça prend du temps. On n'apprend pas à se connaître en 1 mois ou en 6 mois. Il faut faire le taf, il faut s'interroger, il faut se remettre en question. Il n'y a que comme ça. Mais c'est pour moi, mais encore une fois, c'est ma vision des choses, mais la meilleure façon de vivre et de vous libérer de plein de choses. Voilà. J'espère que ce live sur les relations toxiques vous a aidé. On a un peu dérivé sur d'autres sujets, mais bon, en même temps, c'est tellement vaste. Comme je vous disais, je vous afficherai toutes les dates des prochains lives qui arriveront là sur le mois d'avril. Je serai avec Mélanie en plus, donc ça va pulser un petit peu plus. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je vous rappelle que les inscriptions pour le coaching individuel, si vous avez vécu une relation toxique et que vous avez peur de vous relancer dans autre chose et que vous sentez que vous avez besoin d'aide, ou même si vous n'avez pas vécu une relation toxique, mais voilà, en tout cas, si vous voulez travailler sur ce triptyque, j'apprends à me connaître, mes besoins, mes peurs, tout ça, le bilan des relations précédentes et savoir ce que vous voulez dans une relation, bah, je prends 6 personnes en coaching individuel. On commencera au mois de mai et après je prends plus personne avant le mois d'octobre, je pense, 2022. Donc si vous pensez que c'est le bon moment pour vous, venez. Il n'y a pas de bon moment dans la vie en vrai. Le bon moment, c'est quand vous en avez suffisamment marre pour que vous disiez que c'est le moment de changer et que la souffrance est trop forte et que là du coup vous êtes prête à passer à l'action. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, dans la story d'aujourd'hui il y a le lien avec la vidéo qui explique le déroulé du coaching individuel, mais vous pouvez évidemment venir me parler en DM pour qu'on en discute ensemble. Et en tout cas, merci encore. Oui, il y aura un replay Elodie si j'arrive à le télécharger sur mon téléphone comme prévu. Mais oui, je vais le mettre je vais même le mettre dans le... comment ça s'appelle ?
dans le feed, parce que maintenant le feed est moche parce qu'il y a des réels au milieu. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de problème, on laisse tomber le reste. Mais oui, il va y avoir un replay. Merci encore pour votre présence, merci pour vos questions, merci pour vos échanges. Je vous souhaite un bon dimanche soir, reposez-vous bien. Bonne reprise de semaine pour celles qui étaient en week-end, parce que je sais que tout le monde n'est pas en week-end le week-end. Mais je vous dis à très bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à venir me parler suite à ça. Si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser ou quoi, venez m'en parler en DM. Et encore une fois, si le coaching individuel vous intéresse, venez me voir aussi. Les inscriptions ferment le 15 avril. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. À très vite.